Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des ordres de grandeur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordre de grandeur d'une quantité? Eh bien, c'est la puissance de 10 la plus proche de cette quantité. Par exemple, si vous vous trouvez à 1,2 km de la piscine la plus proche, eh bien, on va dire que l'ordre de grandeur de votre distance à la piscine la plus proche, c'est le kilomètre. De cette façon, on peut également déterminer si deux quantités sont du même ordre de grandeur. Pour cela, il suffit de diviser la plus grande par la plus petite, et si le rapport est plus petit que 10, à ce moment-là, on va dire que les deux quantités sont du même ordre de grandeur. Par exemple, on va pouvoir dire que la population de la France, aujourd'hui, eh bien, elle est du même ordre de grandeur que, par exemple, la population de l'Allemagne. Mais avant de passer aux exemples concrets, je voulais faire quelques rappels sur les puissances. Et pour cela, on va revenir à la multiplication, toute simple, celle que tout le monde connaît. Alors vous savez bien, quand on fait 10 multiplié par 3, on fait simplement 10 plus 10 plus 10, 3 fois. Eh bien pour les puissances de 10, et les puissances de n'importe quel nombre, ça va être la même chose. Quand vous allez écrire 10 puissance 3, ça va être simplement 10 multiplié par 10 multiplié par 10. On va juste remplacer les plus par des multipliés. Et puis cette notion de puissance de 10, elle va même pouvoir être généralisée à des puissances négatives. Par exemple, 10 puissance moins 2, ça va simplement être 1 divisé par 10 fois 10. Alors ces ordres de grandeur et ces puissances, qui sont des outils mathématiques, eh bien, ils vont pouvoir nous permettre d'atteindre et de comprendre le monde d'une façon bien plus efficace que s'il n'existait pas. Ils vont pouvoir le faire notamment pour les quantités qui sont infiniment petites et infiniment grandes. Et donc, je vais commencer par un premier exemple traitant de ce problème des quantités infiniment petites. Pour ce premier exemple, nous allons partir de l'ordre de grandeur d'un humain quelconque. L'ordre de grandeur d'un humain quelconque, de sa taille, c'est le mètre, puisqu'on mesure tous, en gros, entre 1 et 2 mètres. Maintenant, si on zoome un peu, et qu'on arrive donc à 10 puissance moins 1 mètre, donc le décimètre, eh bien, on va arriver sur des objets, des outils, des fruits, des carnets, des balles de tennis, etc. Et toute une multitude d'objets fabriqués par les hommes qui sont de cet ordre de grandeur. Alors ça tient à une raison très simple, c'est que notre propre main, dans laquelle nous allons tenir ces objets, est elle aussi de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 1 mètre ou de 1 décimètre. Si maintenant nous arrivons à un ordre de grandeur de 10 puissance moins 2 mètres, on arrive donc à l'ordre de grandeur du centimètre, eh bien on va commencer à trouver de petits animaux tels que les fourmis ou bien les dés. Lorsque vous en mettez 10 côte à côte, eh bien en gros vous arrivez à faire la longueur d'un objet dont l'ordre de grandeur est égal à 10 cm. Passons maintenant aux objets d'ordre de grandeur 1 mm, donc 10 puissance moins 3 mètres. Dans ces objets, vous retrouvez les pointes de stylo ou les grains de sable. Ces objets, de nouveau, il faut en aligner 10 pour arriver à des objets d'ordre de grandeur juste supérieur, de l'ordre du centimètre. Quand on arrive aux objets d'ordre de grandeur 10-4 mètres, donc 100 microns, par exemple, vous avez la puce du lapin qui a cet ordre de grandeur, eh bien les choses commencent à devenir peut-être encore plus intéressantes puisque ces objets commencent à devenir invisibles à nos yeux. Et donc les ordres de grandeur, eh bien, c'est un peu tout ce qui va nous rester pour nous aider à les visualiser ou à en avoir une connaissance un peu plus fine. De même, si on continue de nouveau, une fois de plus, à aller encore plus petit, on tombe à 10 micromètres sur les acariens, et puis à 1 micromètre, on arrive à l'ordre de grandeur des cellules qui composent le corps humain, par exemple les cellules sanguines. Il faut savoir que le corps humain contient près de 40 milliards de ces cellules. Et ainsi de suite, on pourrait continuer très longtemps, mais peut-être pas indéfiniment, à définir des objets par leur ordre de grandeur, en continuant et en retrouvant par exemple les virus, les molécules ou même les atomes. Ces ordres de grandeur, s'ils nous donnent une compréhension plus fine du monde au niveau microscopique, eh bien, ils peuvent également être très importants et très efficaces lorsqu'il s'agit de comprendre des phénomènes qui sont très, très grands. Par exemple, prenez un jeu de cartes.
mélangez-le. L'ordre dans lequel vous avez mélangé votre jeu de cartes est sûrement unique dans l'histoire de l'humanité. Aucune personne n'a vraisemblablement jamais tenu un jeu de cartes rangé dans cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qui me permet d'affirmer une telle chose qui est complètement contre-intuitive? Eh bien, pour cela, je vais vous proposer de jouer un petit exercice mental qui va faire intervenir deux personnes. Une personne à qui on va montrer des jeux de cartes mélangés toutes les millisecondes, et puis une autre qui va faire une multitude d'actions jusqu'à temps que la première ait vu l'ensemble de tous les mélanges possibles d'un jeu de 52 cartes. Pendant que la première commence à voir les mélanges, eh bien la seconde va commencer à jouer au loto tous les ans. Au bout d'un an, la première personne aura vu, en gros, 30 milliards de jeux de cartes, soit 3, 10 puissance 10 mélanges différents. C'est bien moins que l'ensemble total des mélanges que l'on peut obtenir avec un jeu de 52 cartes. Pour cela, il faut s'intéresser au nombre possible de mélanges que l'on peut obtenir. Et pour cela, il faut raisonner un tout petit peu. Vous avez 52 façons de choisir la première carte lorsque vous mélangez un jeu de cartes. Et puis, il vous reste 51 façons de choisir la seconde carte. Donc, l'ensemble des deux premières cartes, vous avez 52 fois 51 façons de les obtenir. Et ainsi de suite. La troisième carte, il vous reste 50 façons de la choisir, puis 49, puis 48. Et donc, l'ensemble total des jeux que vous pouvez obtenir de mélanger de façon différente, ça va être égal à 52 fois 51 fois 50, etc., fois 1. Et ce nombre gigantesque est un nombre à 67 chiffres. Eh bien, vous vous rendez compte que les 30 milliards de millisecondes par an ne suffisent pas à épuiser tous ces mélanges possibles. Donc, on va demander à la deuxième personne, une fois qu'elle a joué au loto, eh bien, de continuer à jouer au loto jusqu'à temps qu'elle gagne. Et ça, en moyenne, ça se produit tous les 20 millions d'années. Alors, combien de mélanges aura vu la première personne lorsque la deuxième aura gagné au loto? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. On regarde le nombre de mélanges que la première a vus par année et on multiplie par le nombre d'années qu'elle aura besoin de regarder ces mélanges. Et on s'aperçoit que ça va donner 3 10 puissance 10 fois 20 10 puissance 6. Donc, un nombre à 17 chiffres. On est encore très très loin du nombre à 67 chiffres de mélanges atteignables. Arrivé à ce moment, on va donc demander à la personne, la deuxième personne qui vient de gagner au loto, de prendre une pipette et de prélever une goutte d'eau de l'océan Pacifique. Très bien. Et de retourner jouer au loto l'année d'après. Et de ainsi prélever une goutte d'eau de l'océan Pacifique à chaque fois qu'elle gagne au loto. Si on considère en première approximation qu'il y a 10 puissance 25 gouttes d'eau dans l'océan Pacifique, alors on peut s'attendre à ce que la première personne ait vu, en gros, un nombre de mélanges de jeux de cartes à peu près égal à 10 puissance 42, donc un nombre de mélanges qui aura 42 chiffres, pendant que la première aura vidé l'océan Pacifique. C'est encore inférieur aux 10 puissance 67 mélanges possibles. La deuxième personne va donc prendre une feuille de papier et la poser par terre. Et puis elle va remplir l'océan Pacifique et retourner jouer au loto. Et puis à chaque fois qu'elle va vider l'océan Pacifique, elle remettra une feuille supplémentaire sur ce qui va devenir un tas de feuilles de plus en plus haut. Eh bien, ce tas de feuilles va à un moment donné rejoindre le Soleil. Alors, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est environ 10 puissance 14 mm, donc 10 puissance 14 feuilles, si vous voulez. Et donc, on peut en conclure assez rapidement que la première personne, celle qui regarde les différents mélanges de jeux de cartes, eh bien, aura vu à ce moment-là 10 puissance 56 jeux de cartes différents. Alors là, on se dit qu'on touche presque au but, vu que la première personne a quand même vu un nombre de jeux de cartes phénoménal. Oui, mais pas tant que ça. Parce que quand on fait le nombre de jeux de cartes vus par la première personne, 10 puissance 56 en gros, divisé par le nombre de jeux de cartes possibles qu'on peut obtenir en les mélangeant, 10 puissance 67, et qu'on fait la division, on s'aperçoit que c'est un nombre très très petit. C'est de l'ordre de 0,00000000001. C'est-à-dire que la première personne n'aura même pas vu 1 milliardième de tous les mélanges possibles. Tout ça pour vous convaincre que lorsque vous mélangez un jeu de cartes,
eh bien, il y a de fortes chances que l'ordre que vous avez obtenu, eh bien, personne d'autre avant vous ne l'ait obtenu. Cependant, ce nombre de 10 puissance 67, aussi gigantesque soit-il, eh bien, il ne fait pas le figure à côté d'autres nombres. Par exemple, le nombre de particules visibles dans l'univers est de l'ordre de 10 puissance 80. Et puis des mathématiciens ont défini encore des nombres plus grands, tels qu'un gogol, 10 puissance 100, qui a donné son nom à un célèbre moteur de recherche. Mais encore, ces nombres restent ridiculement petits à l'échelle de tous les nombres possibles. Imaginez que vous preniez un nombre complètement au hasard, parmi cet ensemble infini de nombres entiers. Quelle est la probabilité que vous preniez un nombre inférieur à 10 puissance 100 ? Eh bien, cette probabilité, elle est égale à 0. Pourquoi ? Parce que cette probabilité, elle s'écrit tout simplement sous la forme le nombre de cas positifs, donc le nombre de nombres inférieurs à 10 puissance 100, divisé par le nombre de possibilités totales, donc l'infini. Et quel que soit le nombre que vous mettez au numérateur, en haut, lorsque vous allez diviser par l'infini, ça vous donnera toujours 0. Ce dernier résultat montre juste que tout se passe comme si nous étions sur le rivage d'un océan infini de nombres qui seraient, pour l'immense majorité d'entre eux, complètement inatteignables.